Ce tutoriel est le premier d'une série présentant le calcul des ouvrages géotechniques par la méthode des éléments finis avec César 2D. Vous retrouverez le document support détaillant les étapes sur le site cesarlcpc.com. On va détailler la modélisation et le calcul d'une paroi moulée ancrée en se basant sur un modèle largement répandu dans la littérature. Parlons un peu du contexte. La paroi moulée est une technique de soutènement largement utilisée pour la réalisation de fouilles dans des blés, et notamment pour les fouilles de grande profondeur, comme illustré sur la photo. On la retrouve en site urbain, mais aussi pour la réalisation de nombreux ouvrages hydrauliques tels que les quais. On peut aussi la retrouver en protection de sites montagneux. La modélisation aux éléments finis pour le calcul d'une paroi moulée remplit plusieurs objectifs. Concevoir la structure en récupérant par calcul les efforts dimensionnants, modéliser correctement les interactions sol-structure pour évaluer les tassements et les éventuels désordres sur les ouvrages environnants, enchaîner des phases d'excavation pour évaluer divers scénarios et leur impact, modéliser la nappe et ses mouvements, comme le rabattement, et évaluer la stabilité de l'ouvrage à chaque étape. Dans ce tutoriel, on va vous présenter plusieurs étapes de modélisation. On va commencer dans un premier temps à vous expliquer comment passer du 3D au 2D. L'ouvrage réel, par défaut, est tridimensionnel. Il peut présenter des dimensions préférentielles, comme on le voit sur cette boîte, cette fouille avec deux lits d'ancrage. Une dimension préférentielle peut être identifiée, et sur cette dimension préférentielle, on peut donc en sortir une coupe que l'on va travailler en déformation plane. Par ailleurs, on détecte une symétrie géométrique et de matériaux, et on va ainsi pouvoir se concentrer sur une seule moitié de cette section. On va donc expliquer à travers ce tutoriel comment générer la géométrie, le maillage approprié, affecter les caractéristiques des lois de comportement telles que le HSM, activer les lits d'ancrage avec une précontrainte, modéliser les différentes phases et les mouvements de nappe, et enfin, calculer puis analyser les résultats. Tout d'abord, la géométrie. On présente ici la géométrie qui va être réalisée, relativement simplifiée, avec donc en zoomant sur la fouille, 3 passes d'excavation possibles et 2 lits d'écran, 2 lits de tirant supportant l'écran. Dans le cadre de l'exercice, on va s'intéresser à uniquement 2 excavations et donc l'activation d'un lit d'écran. Vous pourrez ensuite compléter par vous-même sur les phases suivantes. Tout d'abord, donc, présentons l'interface 2D. Donc ici, nous sommes dans l'étape de saisie de la géométrie. On peut, dans un premier temps, régler la grille avec un pas de 5 mètres. On va se servir de la grille pour saisir les données en s'attachant sur celle-ci. Alors tout d'abord, les différents points. Or, on peut aussi également saisir des points. Les points peuvent être donc saisis par l'entrée, bien sûr, de coordonnées précises. Utiliser les outils appropriés pour les joindre. Vous voyez les points d'attache sur la grille. Et puis, on peut également, toujours avec l'outil point, utiliser les points liés, ce qui va nous permettre rapidement de compléter cette première boîte qui va définir l'enveloppe de notre modèle. Voilà. Et ensuite, on va saisir. Et on peut interroger également les points, hein, une fois saisis. Et puis, on va ensuite renseigner donc la couche qui est à 20 mètres. Et puis, donc, on a notre paroi de 35 mètres de fiche qui est à 30 mètres. Voilà. Et puis, donc, enfin, on va compléter avec les trois excavations potentielles. Alors,
pour resituer, hein, le double clic finit la saisie de la ligne. Voilà, on a ici donc les éléments géométriques. On va maintenant renseigner les différents éléments de structure. Tout d'abord, on a la paroi. Donc la paroi, elle est ici représentée par ses contours en utilisant l'outil bloc 1D et la sélection générique. Je vais pouvoir créer cette paroi. Vous voyez qu'ici, je peux déjà renseigner le nom du bloc créé. Voilà. Vous voyez que les noms s'affichent pour tous les blocs. C'est ici que ça se règle, c'est-à-dire qu'on peut désactiver l'affichage du nom de ces blocs. Vous voyez également que qu'au parcours de ma souris, je sélectionne des entités sélectionnables. Je passe sur des entités sélectionnables qui sont mises en valeur. Je peux régler ça si on ne souhaite pas cette option. Donc, dans les préférences de l'application, ici, on peut enlever le surlignage de ces objets. Donc, on a ici saisi la paroi. Je vais maintenant renseigner les ancrages, les deux lits d'ancrage. Donc, un premier lit d'ancrage se situe donc à moins 4 mètres sur la paroi. Donc, il va s'accrocher à moins 4 mètres ici. Donc, je crée le point d'accroche. Et ensuite, je vais revenir sur l'outil bloc 1D pour créer un bloc nœud à nœud. Mais maintenant, on va utiliser l'option interactive. C'est-à-dire qu'avec l'option interactive, je vais pouvoir donner directement ma longueur et l'angle associés. Donc, je clique dans un premier temps sur le point d'accroche. Puis, vous voyez qu'on me propose de renseigner la longueur, qui est ici 12 mètres, et l'angle 335 degrés. Voilà. Donc, le bloc 1D est créé. Puis ensuite, j'ai la partie, donc c'est ce qui constituera la partie libre de l'ancrage. Et puis donc là, pour finir le tirage, j'ai une partie ancrée qui part bien sûr d'ici, qui elle fait donc 8 mètres, avec toujours bien sûr le même angle. Voilà. Est-ce que pour finir, j'ai ainsi créé ce premier ancrage. Donc pour compléter, sachant que j'ai deux lits d'ancrage, je peux maintenant sélectionner les deux blocs d'ancrage et utiliser l'outil translation. Donc, translation, il sera 5 mètres en dessous, donc on va définir ici. Voilà. En sachant qu'également, ici, cet outil V vous permet de définir interactivement le vecteur de translation, comme illustré. Il nous reste à compléter notre modèle par la définition des interfaces. Pour les parois, il est essentiel de saisir des interfaces qui peuvent avoir un fonctionnement différent de part et d'autre de la paroi. Donc on va saisir pour la première couche une interface, donc ça va être sol de la paroi avec le sol 1 et de la paroi avec le sol 2. Si je raffiche maintenant tous les noms de blocs, vous voyez qu'on peut identifier les différents éléments. Alors certains ont un nom générique, ce que l'on peut également éditer. Voilà, donc là je récupère les noms, c'est-à-dire que ces deux blocs ici, je vais les nommer donc sol 1. Voilà, ces deux ici sont sol 2. Et puis ici, donc j'ai l'excavation 1. L'excavation 2. L'excavation 3. Ici, donc nos deux blocs, donc là ça va être l'ancrage 1, lit d'ancrage 1. Ici, ancrage 2. On a ainsi identifié tous les blocs présents pour notre modèle.
Vous les voyez ici listés dans l'arborescence, c'est-à-dire que pour l'instant on verra tout à l'heure les différents modèles qui ont constitué notre phasage de construction, mais on peut également déjà ici lister tous les blocs par famille, donc les blocs surfaciques, blocs 1D et blocs d'interface. Pour rendre également notre modèle plus lisible, on peut utiliser la palette ici, qui va nous permettre d'affecter une couleur bien définie. Alors, c'est pas, bien sûr, ça aide à la visibilité du modèle. Cette palette permet également de faire de la sélection, c'est-à-dire qu'un clic gauche affecte et un clic droit interroge. C'est-à-dire que si je recherche les blocs, par exemple, avec cette couleur-là, ben, il va me sélectionner tous les blocs du sol 1, tous les blocs du sol 2. Et puis par exemple, là, je vais modifier mes couleurs sur les blocs 1D, donc je vais les sélectionner en couleur orange, voir seulement la sélection, et puis leur affecter une autre couleur, comme celle-ci. Voilà. Donc ceci constitue le modèle complet. Il faut aussi compléter le modèle en utilisant une fonctionnalité très utile pour documenter celui-ci avec l'outil cotation. Donc deux types de cotations sont proposés. Là, ce qui t'intéresse, c'est d'aligner, par exemple, pour pouvoir illustrer donc cette longueur de tirant libre et la partie ancrée, comme on peut aussi voilà, illustrer ici, ou encore l'épaisseur de chaque excavation, ou encore la fiche de la paroi. Ça permet de documenter ceci, tout le modèle, et vous retrouvez l'ensemble de ces cotations ici. Donc, si vous permet de les sélectionner, de les afficher, de les masquer, voire encore de les supprimer. Donc, passons maintenant à l'étape maillage. Pour le maillage, donc, nous allons éditer un maillage qui nous permette d'avoir une densification importante au niveau des forts gradients de contraintes, et puis relâcher sur les conditions limites. Donc, on va sélectionner l'ensemble des éléments qui vont être autour de la fouille pour leur affecter une densité, par exemple un découpage d'1 mètre. On va affecter 10 mètres sur les contours extérieurs. Et puis, on va ensuite utiliser un outil qui permet de faire de la progressivité, c'est-à-dire qu'on va passer de 1 mètre à 10 mètres, des zones donc, de faible densité jusqu'aux limites à 10 mètres. Voilà. On voit ainsi comment ça se présente. Et donc maintenant, l'ensemble des blocs peuvent être maillés. Lorsque des blocs 1D sont présents dans le modèle, comme ici, il est important de les mailler en premier, puisque nous allons nous appuyer sur ces blocs pour accrocher le maillage surfacique. Et là, on peut réorienter aussi pour que les résultats soient bien orientés. Et puis donc, sélectionnons la surface de ce bloc de sol en interpolation quadratique. L'interpolation quadratique est nécessaire pour générer nos éléments d'interface. Et donc, on voit que on a ici des nœuds qui sont connectés à nos blocs 1D. On peut maintenant compléter l'ensemble des autres surfaces pour voir ainsi le modèle finalisé. Passons maintenant à l'étape de génération des différentes phases de construction. Donc le phasage qui est proposé va consister en 6 étapes, 6 phases. Donc d'abord la génération de l'état de contrainte initiale effective en présence de la nappe. Donc on va identifier les blocs au-dessus ou en dessous de la nappe. Rabattre ensuite à 5 mètres, excaver à 5 mètres, activer un premier lit tirant,
rabattre à 10 mètres, et enfin excaver à 10 mètres. Donc premier modèle, on va le renommer comme il se doit. Nous sommes dans des formations planes, d'après nos hypothèses initiales. Donc on va faire un phasage. Donc on ne va pas utiliser les contraintes géostatiques, mais qu'on va le montrer, utiliser l'initialisation de la nappe en première étape. On initialise ainsi les propriétés, les conditions limites et un voire des cas de charge. En ce qui concerne les propriétés, alors pour accélérer un peu la présentation, j'ai fait le choix de définir, de déjà constituer mes jeux de propriétés. Donc je vais, ce qui permet aussi de montrer l'import-export de propriétés. Donc je vais ici l'importer. Donc j'ai deux sables pour chacun des sols. Ces sables donc suivent une loi de comportement type HSM, Hardening-Soil Model, avec une élasticité non linéaire, telle qu'on voit ici, et un critère de plasticité de Hardening-Soil Model. Donc les données qui sont renseignées, que vous retrouverez dans le document, reprennent les densités, les modules, les différents paramètres associés au HSM, tels que le coefficient M et le coefficient RF. Et puis donc on a par ajout, tout simplement, ici on crée un jeu de propriétés supplémentaires et on retrouve la possibilité de renseigner donc le deuxième jeu de propriétés, le sable 2. Donc pour affecter ces données, c'est pareil, je peux utiliser ma palette ici. Donc je sélectionne ici, j'applique le jeu propriété sable 2, puis de même pour le deuxième sol, sable 1 et sable 2. De même pour les joints, donc ce qui va constituer les interfaces, je vais importer des propriétés déjà sauvegardées qui présentent deux alternatives de comportement. D'abord l'interface adhérente, ce qui va être le cas lors de la première phase d'initialisation, puis le comportement frottant. Donc on retrouve un frottement de Coulomb avec la possibilité, par la définition du RT, d'avoir également un décollement. Donc ça, on le fait pour les deux types d'interfaces, de la paroi avec le sable 1 et avec le sable 2. Donc pour cette première étape, j'affecte comportement adhérent dans un premier temps. Voilà. Il me reste maintenant à définir les propriétés pour la paroi et les tirants. Donc on va le faire ensemble aussi pour vous montrer en détail. Alors, donc la paroi, tout d'abord, va avoir un comportement en flexion, donc ça va être une poutre en déformation plane. Donc il faut toujours identifier cela, hein, qu'on a 1 mètre de profondeur. Donc ça va être une poutre avec un matériau béton, c'est une paroi moulée. Et pour ce qui concerne la section, donc on a encore une fois cette profondeur d'1 mètre et donc une épaisseur de paroi de 80 cm. On valide et j'ajoute un deuxième jeu de données pour définir les propriétés d'ancrage. Donc les propriétés d'ancrage, là on va avoir une barre, on va travailler en traction-compression. On va rester en élasticité linéaire, même si d'autres lois de comportement sont possibles. En acier, et on va activer ici une précontrainte avec une valeur d'effort à 334 kN
on a également une section 5.10.4. Alors, à noter que pour ces deux données ici, force de précontrainte et section, il faut également prendre en compte cet effet de déformation plane et l'espacement entre tirants sur un même lit d'ancrage. Donc, ces sections et précontraintes ont été calculées pour conserver une équivalence de raideur par rapport aux données initiales. Donc, ceci étant fait, je peux maintenant affecter ces données d'ancrage au tirant. Et puis pour la paroi, en sélectionnant. Alors, vous pouvez ici paramétrer la sélection. Donc là, c'est par exemple, je sélectionne que le bloc 1D et je lui affecte donc les caractéristiques de la paroi. Pour vérifier que tout est bien saisi, on peut bien sûr interroger les données. Donc là, voilà, je montre que j'ai bien affecté le sable 1, ici le sable 2, avec montré. Mais on peut également utiliser cet outil qui liste l'ensemble des blocs par type. Donc bloc ici, bloc surfacique, bloc d'interface et bloc 1D. Et on voit qu'en face de chaque bloc, on a bien un jeu de propriétés affectées. Maintenant, il me reste pour cette première phase à définir les blocs qui sont présents, qui vont être actifs, et ceux qui sont inactifs. Notamment pour cette première étape, tous les tirants et la paroi ne sont pas présents. On a uniquement du sol. Donc, on va les désactiver. Dans ce cas-là, donc ils prennent cette couleur neutre, comme on le voit ici. Bien. Passons maintenant à la définition des conditions limites. Donc, les conditions limites, pour ce modèle, ça va constituer à définir, venir bloquer la base et les limites du modèle, mais également l'axe de symétrie ici. Donc on a pour cela des données prédéfinies, en faisant le choix de la présence d'un substratum ici, on va bloquer U et V à la base, donc on a ainsi cet affichage. Ces conditions-là ne vont plus changer, a priori, au cours de ce phasage, donc on peut le conserver pour l'ensemble. Alors, ce que l'on va faire ici, c'est renommer le jeu de conditions limites. Pour ce faire, il suffit de sélectionner le cas de conditions limites avec la touche F2, donner le nom. On va dire le blocage standard et entrer. Passons maintenant au chargement. Donc le chargement ici va consister à initialiser la nappe. C'est cet outil ici qui nous permet donc de définir un état de contrainte de type pression isotrope. Donc on définit une cote à moins 3 mètres, donc le poids volumique de l'eau peut éventuellement être paramétré, mais par défaut, bien sûr, il est ici défini. Et on voit donc cette représentation géométrique à moins 3 mètres. Le logiciel nous alerte. On a également à saisir les poids volumiques secs et saturés dans les blocs impactés. Donc on le fait avec cet outil. On va définir donc le poids volumique sec et saturé. Et là, on suppose que tous les blocs ont les mêmes données. Donc l'avantage de les avoir définis, c'est qu'ensuite, on l'a défini une fois, on n'y reviendra pas. Pour finaliser ce premier calcul, il nous reste à définir les paramètres de calcul. Les paramètres de calcul sont par défaut donc la définition du processus itératif. Alors on va par exemple définir une tolérance à 1 pour 1000 ou à 1%. En ce qui concerne le solver, on va sélectionner le solver part d'ISO, qui est un solver qui
parallélise un peu les processus, contrairement au multifrontal. Alors, le multifrontal est proposé par défaut, car il est je dirais le plus adapté à toutes les machines. C'est-à-dire que votre machine soit d'ancienne génération avec de faibles ressources ou récente, le solveur multifrontal permettra de passer. Pardiso est plus gourmand en ressources, notamment en ressources RAM, donc en mémoire vive. Donc, en fonction de la taille de votre modèle, il peut ne pas être approprié. Donc, ici, le modèle est assez faible et puis on va gagner. Donc, exploitons le solveur Pardiso. Voilà, donc tous les autres réglages sont corrects. On peut valider. Ce qui permet de voir dans l'outil de gestion des calculs que notre modèle est bien prêt à être calculé. On voit euh, que les propriétés, les conditions limites et le chargement sont bien validés. Il n'y a pas de manque. On ne va pas passer les calculs tout de suite, on les passera tous en même temps, une fois que les 6 phases seront constituées. On va donc éditer maintenant la seconde phase, donc qui va consister à rabattre la nappe à 5 mètres. Donc on va ajouter un modèle. Dans cette phase, on va faire que le rabattement, on ne va pas considérer la mise en place de la paroi par hypothèse. Par contre, on va exploiter l'arborescence et les propriétés et autres conditions limites déjà affectées pour les réexploiter. Donc notamment les propriétés, on va par glisser-déposer les recopier. Par contre, on ne va pas les partager puisque ici on va faire une modification notamment sur les types d'interface. On va faire une copie. On va par contre reprendre les blocages standards et eux on peut les partager. Donc la notion de partage dans ce cadre-là va faire que si une modification est faite dans l'étape rabattement à moins 5 mètres, automatiquement cette modification sera impactée sur la phase contrainte initiale effective. Donc cette notion de partage est très utile, mais par contre il faut bien en prendre conscience de son effet. Par ailleurs, j'ai oublié ici d'éditer le nom du Katia. Je vais l'appeler nappe initiale à moins 3 mètres. Et cette nappe initiale, je vais la réexploiter, en exploiter une partie des données ici, donc, pour faire mon rabattement. Voilà. Et enfin, je peux également copier les paramètres de calcul. Et on va aussi y revenir pour voir qu'il va falloir les éditer. Donc, si je reviens maintenant sur les propriétés, à cette étape, je n'ai pas activé mes lits d'ancrage, donc ils sont inactifs. Et par contre, j'ai bien activé ma paroi, hein, c'est-à-dire que là maintenant, si je sélectionne ma paroi, bien qu'elle a son état actif, c'est-à-dire sa couleur d'origine. Comme je le disais, pour cette étape, on va activer le comportement frottant le long de l'interface, le long de la paroi. Donc on va modifier cet état-là, c'est-à-dire pour l'instant on est en adhérent, et on va le passer en frottant pour la partie haute, également pour la partie basse. Il n'y a pas d'autres modifications à faire par ailleurs, donc on peut vérifier que les conditions limites sont bien affectées, et puis donc on va éditer le chargement pour modifier le niveau de nappe. Donc le niveau de nappe n'est plus constant, puisqu'il va varier à l'intérieur de la fouille. Ce rabattement peut être modélisé de plusieurs façons. Ici, on va le modéliser géométriquement, c'est-à-dire qu'on va supposer connaître la position géométrique de la nappe, c'est-à-dire qu'on sait qu'à 0 elle a moins 5 mètres, puis qu'au niveau de la paroi, elle sera également à moins 5 mètres pour remonter à moins 3 mètres.
également à l'horizon, on restera à moitié net. Donc, bien sûr, il faut s'assurer également que le poids volumique soit affecté. Mais voilà, on a défini ici une variation par connaissance de la position géométrique de la nappe, mais on pourrait également exploiter des fichiers. Ces fichiers de champs de charge hydraulique peuvent être importés d'un calcul en hydrogéologie, donc un calcul en régime permanent ou transitoire, pour nous permettre d'avoir dans des cas un peu plus complexes, une répartition du champ de contrainte, du champ de charge hydraulique euh, mieux apprécié, donc pouvoir l'importer ici. Ce qui concerne les paramètres de calcul, on va s'intéresser aux paramètres du schéma incrémental. On va notamment rajouter, on va définir 5 incréments de charge pour notre processus itératif, car on est en élasticité non linéaire, donc on va mieux appréhender le suivi de la courbe chargement-déplacement. Et puis également en charge, en termes de tolérance, on va prendre 10-2, donc là c'est uniquement un choix pour l'exercice, pour accélérer nos calculs, sachant qu'une tolérance d'un 10-2 correspondrait à 1 cm pour 1 mètre, quoi, si on s'intéresse à la tolérance sur les déplacements. On conserve donc notre type de résolution, et puis par contre on va initialiser les déplacements, puisqu'on va avoir des déplacements, des tassements associés à l'état de contrainte, à l'étape contrainte initiale. Donc là, on va les initialiser pour remettre nos déplacements à zéro, donc avoir notre niveau de départ et de voir que des déplacements incrémentaux. Voilà. Donc voilà pour cette étape de rabattement. On va continuer à l'étape d'après qui va consister à la première excavation. On est toujours en déformation plane, il n'y a pas de modification apportée ici. Et puis maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de reprendre par contre le jeu de propriétés précédent qui a été modifié au niveau des interfaces de frottement. Et lui, on va, plutôt que de faire que de copier, on va le partager. Comme ça, toute modification sera apportée dans ces deux phases. Donc on fait pareil pour les blocages standards. Et puis le chargement, là, ça va être un chargement spécifique de force de confinement. Donc les propriétés, on n'a toujours pas activé nos lits d'ancrage, et puis on vient donc désactiver ces premiers 5 mètres à l'intérieur de la fouille. Voilà. Les conditions limites sont mises à jour. Et puis en termes de chargement, donc on va venir sélectionner cet outil force de déconfinement qui va nous permettre de sélectionner les segments libérés automatiquement, de donner un coefficient lambda à 1. Donc ce coefficient lambda, on verra dans d'autres tutoriels, peut être inférieur à 1 et être associé au processus de convergence-confinement, donc pouvoir modéliser cette méthode, notamment en tunnel. Et puis, donc pour ce chargement-ci, on va donc initialiser les contraintes sur la phase précédente. Avec cette édition, on peut voir que l'outil retient bien les segments libérés. Et puis vous voyez qu'en bas à gauche là, de la fenêtre, on affiche le chargement défini. Voilà, pour ce qui concerne le chargement. En termes du processus de calcul, ce que l'on va faire, c'est qu'on va venir désactiver. Alors oui, c'est vrai que j'avais oublié de copier également les paramètres de calcul de phase précédente. Je vais le faire maintenant. Voilà, ce qui va me permettre uniquement de venir... donc on conserve le schéma incrémental. Par contre, je vais venir désactiver et initialiser les déplacements. Comme ça, on va avoir les déplacements cumulés maintenant d'une phase à l'autre. Et on verra en phase d'exploitation des résultats comment on peut également obtenir un déplacement incrémental à partir de ces résultats. Donc, voilà pour cette troisième étape. On continue avec l'étape suivante qui va consister à activer les tirants. On lit le tirant.
fait pareil, on copie les propriétés et les conditions limites. Je vais en profiter pour renommer ici, avec la touche F2, le nom du cas de Charles. Voilà. Donc si je viens dans les propriétés, j'ai maintenant donc activé uniquement le lit de tirant supérieur, donc je viens désactiver l'inférieur. Également, je désactive toujours bien sûr ces 5 premiers mètres à l'intérieur de la fouille. Alors ce qui va se passer dans cette étape-là, c'est comme j'active comme je l'ai dit précédemment, comme j'active l'ancrage, donc je vais venir appliquer cette force de précontrainte avec le processus donc sur la partie libre. Ceci étant fait, donc je n'ai pas d'autres modifications à faire non plus sur les conditions limites. Également sur le chargement, il n'y a pas de chargement. Alors, pour savoir que le schéma le déséquilibre du système à cette étape-là sera uniquement appliqué, sera généré par l'application de la force de précontrainte. Donc on peut, également pour bien se documenter et se rappeler que ce cas de charge là, il est vide. Et par ailleurs, donc si on copie bien les paramètres de calcul, on a bien défini nos processus itératifs. 5e étape, je viens donc maintenant rabattre à moins 10 mètres. Je continue par essayer déposer à reprendre les données déjà éditées pour donc gagner du temps. Et puis ici, donc pour également gagner du temps, je vais reprendre le rabattement à moins 5 mètres et l'éditer. Donc je vais copier seulement, pas partager. Je vais le copier pour récupérer une partie des données qui me seront utiles. Voilà. Donc les propriétés, j'ai toujours qu'un seul lit d'ancrage. Et donc j'ai toujours mes premiers 5 mètres de fouille. Voilà. Les conditions limites sont toujours présentes. En ce qui concerne le chargement, donc là je retrouve le chargement défini à moins 5 mètres, mais je vais l'éditer pour le rendre compatible avec ce qui est mon nouvel état. Donc c'est variable avec 4 points. Donc là je passe vite puisqu'on a vu l'édition précédemment. Maintenant je suis donc à moins 5 mètres. Ici je modifie donc à moins 10 mètres. Voilà. Donc encore une fois, on me rappelle qu'il faut affecter les poids volumiques secs saturés, ce qui est bien sûr qui a déjà été fait par copie. Voici donc pour cette 5e étape. Il me reste donc la 6e et dernière étape en ce qui nous concerne le cadre du tutoriel. Donc rajouter une dernière phase de la 2e excavation. Donc en termes de propriété, je n'ai toujours qu'un seul lit d'ancrage. Et maintenant, par contre, je viens désactiver les 10 premiers mètres à l'intérieur de la fouille. Conditions limites sont mises à jour. Non, puisque je n'ai pas fait l'étape de copier, de glisser, déposer. Donc je le fais maintenant. Voilà, on va partager. Et blocage standard également. Je partage. Voilà. Voilà, c'est mis à jour. Donc niveau des propriétés, oui, on s'assure qu'elles sont bien toutes affectées, on le voit ici. Et donc il nous reste à définir le cas de charge.
Donc les forces de déconfinement, on va détecter automatiquement donc les facettes libérées par cette excavation, avec donc notre état de contrainte référence avant excavation. Les paramètres de calcul, je les copie également de la phase précédente. Voilà, donc on s'assure qu'on a bien notre processus itératif défini. Et maintenant, on peut regarder avec le gestionnaire de calcul l'état de nos 6 modèles, donc qui correspond à notre schéma de notre séquence de travaux. Et on voit bien que chaque étape est bien validée, donc on a bien défini toutes nos propriétés, conditions limites et chargements. Ce qui veut dire que nos calculs sont prêts à être lancés. Préalable, on va enregistrer nos données. Et donc on peut lancer le calcul. Alors, le calcul commence, on crée tous les jeux de données qui vont être associés avec le solver. Et ensuite, donc le solver va prendre la main et on va pouvoir suivre le processus incrémental et itératif, ainsi voir l'équilibre calculé à chacune de nos étapes de calcul. Le calcul s'est terminé. On peut vérifier qu'il s'est bien déroulé avec deux vérifications. Tout d'abord, à l'affichage, ici, on voit qu'il y a la fin normale du calcul qui est affichée, mais surtout, si on revient au gestionnaire des calculs, on voit que tout est en état OK à chaque étape. On peut maintenant donc exploiter les résultats. On va commencer par, avant de regarder plus en détail la dernière phase, on va regarder déjà notre état de contrainte initial. Donc on peut associer d'abord les contraintes. Donc on voit ici le champ de contrainte principal sous forme de tenseur. On peut valider en chaque point en fait qu'on retrouve bien un état de contrainte effectif au-dessus ou en dessous de la nappe, en considérant donc également le rapport entre contrainte verticale et contrainte horizontale. Ce rapport va être le K0 défini par nu sur 1 moins nu. Alors pour régler les affichages, on peut aussi ne voir que les bordures de groupe, maintenant, si on ne s'intéresse pas à l'affichage du maillage. Vous pouvez ici également paramétrer donc toute entité que vous allez afficher, donc notamment pour les tenseurs. Là, si on souhaite afficher un peu moins gros, voilà, on peut ainsi réduire les affichages. Ce qui nous intéresse également ici, c'est de voir l'état déformé. Pour voir qu'il y a eu un tassement associé à cette mise en charge. Donc un tassement qui est de l'ordre de, vous voyez, de 360 mm, donc relativement conséquent, et donc qui justifiait le fait que dans la phase d'après, rabattement, on soit venu initialiser les déplacements pour repartir de zéro. Si bien que si je passe maintenant à cette étape rabattement, vous voyez que je ne vois ici que le déplacement associé au rabattement à l'intérieur de la fouille. Ça pour le premier incrément, puis ici vous pilotez, donc vous passez d'un incrément à l'autre. Voilà.
Si je passe à la phase d'après, on va ainsi voir le déplacement ici cumulé pour toutes les étapes. Donc, je suis arrivé à la dernière étape, l'étape 5. Alors, ce qui m'intéresse ici, ce serait de voir, par exemple, l'incrément de déplacement associé à cette force donc de déconfinement en phase 6. Donc, pour cela, je peux demander à voir le déplacement incrémental entre cette phase et une phase que je vais sélectionner dans la liste des phases calculées. Donc là, par exemple, c'est bien sûr la phase précédente, le rabattement à moins 10 mètres. Et ainsi, je ne vois ici que le déplacement associé à ce rabattement. Donc là, on est sur des déformés. Maintenant, on va s'intéresser à voir également des isovaleurs. Donc on peut tracer différentes isovaleurs, qu'il s'agisse de déplacement, de contrainte ou encore de déformation. Donc là, si on trace le déplacement cumulé pour l'ensemble des éléments, on l'a ici. Et puis, bon, si on souhaite, on peut également paramétrer pour dire que les éléments sélectionnés qui sont ici, les éléments 1D, ben, eux, on n'affiche pas d'isovaleur dans ces éléments. Appliquer la sélection, et ainsi, donc, je ne vois que les déplacements dans mon massif de sol. Maintenant, pour paramétrer ces déplacements, on peut s'intéresser à afficher manuellement. Donc ici, j'ai mon affichage manuel où j'ai ma valeur inférieure et supérieure. Ce qui fait que cet affichage, maintenant, il s'affecte à chaque incrément. Vous voyez, ce qui va me permettre de voir l'évolution du tassement sur le long de l'incrément. Et si je suis donc cet outil là pour lister un peu l'ensemble des outils, je vais pouvoir créer une petite animation permettant de voir comment évolue le tassement, enfin le déplacement total en cours de chargement. Alors on voit ici, on détecte que le soulèvement est encore prépondérant, même si on utilise notre comportement de type HSM, avec donc des modules différents pour le chargement et le déchargement. On voit bien que qu'en fond de fouille, ça reste prépondérant, et donc il aura tendance, le relèvement du fond de fouille, à retenir la paroi. Ce que l'on peut voir maintenant, une fois qu'on a exploité les déplacements, alors on peut, c'est regarder les efforts dans les éléments. Donc on va retrouver ici les éléments, l'effort normal par exemple sur les éléments 1D. Donc on va retrouver en gros le niveau d'effort précontraint que l'on a appliqué. Puis ça c'est pareil, on peut régler l'affichage pour qu'il soit un peu plus réduit. On peut donc afficher les résultats en termes d'effort normal, en termes d'effort tranchant, ou encore en termes d'effort, en termes de moments. Les moments, on peut également les exploiter dans cet outil de courbe. Alors, on va le faire ici. Alors, comment le faire? C'est d'abord venir sélectionner les contours qui t'intéressent. Donc, ce qui m'intéresse, c'est ce contour, là, sélectionné, qui est donc en couleur rosée. Je définis ici le nom de cette ligne de coupe, puisque là, cette ligne de coupe est supportée par un segment. Donc là, je vais l'appeler paroi. J'ajoute. Donc, on oriente automatiquement cette paroi. Je peux choisir à réorienter pour que l'affichage de mes résultats s'affiche différemment. Puis ensuite, donc, je vais exploiter l'outil de tracer les efforts le long de cette coupe. Donc, je peux sélectionner tous les incréments et voir ainsi l'évolution du moment le long de cette paroi. Et ensuite, bon, je peux paramétrer le graphique. Ça, c'est des affichages classiques, mais pour le montrer également. Voilà, et puis le cinquième incrément, on va choisir une couleur un peu plus vive. Voilà.
Donc ces données, donc ça c'est un affichage que l'on peut capturer, hein. L'outil capture ici permet de faire une photo à chaque étape. Je ne l'ai pas mentionné précédemment, mais c'est à savoir que vous le retrouvez à chaque étape, donc vous pouvez faire une capture de l'espace de travail, ici, tel que vous l'affichez. Donc il s'agit de propriétés, de conditions limites, ou encore de chargement. À chaque étape, vous retrouvez cet outil capture. Donc ici, ma courbe a été capturée, mais je peux également l'exporter. C'est-à-dire je peux spécifier également un nom de fichier externe et puis exporter ces données sous forme brute ASCII qui va permettre ensuite de les exploiter sous tout autre outil type tableur. Pour revenir aux résultats en déplacement, on peut aussi s'intéresser au tassement, par exemple, derrière la paroi. Je réaffiche là, le massif de sol. Et en ce qui concerne les courbes, je vais maintenant venir sélectionner le segment avec le bon outil de sélection. Donc, venir sélectionner le segment qui correspond à cet état-là, donner le nouveau nom, donc surface, ajouter. Je vais maintenant venir pouvoir exploiter cette ligne de coupe surface pour venir tracer le déplacement vertical en surface derrière la paroi. Voilà. Donc c'est pareil, vous pouvez éditer, encore une fois, ce graphe, voire encore exporter les résultats. Ainsi s'achève la présentation de ce tutoriel 2G01. Vous retrouverez encore une fois l'ensemble des données et des didacticiels sur le site cesarlcpc.com. Vous pourrez également profiter d'une version d'évaluation pour découvrir le produit.